Salam alaikum, Mazour Fillaoun, bonsoir. Pour de nombreux observateurs, des initiés de la question palestinienne, la situation est mûre en Palestine pour une troisième intifada. Nous avons avec nous pour cette deuxième partie de cette émission Christophe Oberlin, Gilles Devers et Salim Benkhedda qui nous rejoint. Salim Benkhedda est chirurgien, militant des droits de l'homme. Christophe Oberlin, vous êtes d'accord avec cette prévision d'une troisième intifada qui s'installe? Écoutez, d'accord, et c'est peut-être pas le bon terme. Qu'il y ait quelque chose en cours, c'est vraisemblable. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est l'extraordinaire violence qui est utilisée par le pouvoir israélien qui est à l'origine. Une violence à la fois vis-à-vis des lieux saints et qui est totalement, je dirais, psychiatrique. Si ce n'était pas si grave pour les personnes, ça la relève de la psychiatrie. Imaginez par exemple que des druides envahissent Notre-Dame de Paris en expliquant qu'avant Notre-Dame, eh bien, il y avait un lieu de culte druide. Ce qui est vraisemblable parce que les lieux de culte se sont toujours implantés, sont dans des sites un peu particuliers et on retrouve toujours des origines plus anciennes, en tout cas s'il en reste des traces mesurables. Donc tout ceci n'a strictement aucun sens, mais pensez qu'à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, la mosquée Al-Aqsa, eh bien, il y a des véritables combats qui se déroulent. C'est vraiment quelque chose d'absolument hallucinant. Ces images où on voit des soldats tirer sur des enfants et on voit un enfant mort comme je dirais comme un lapin sur la route, tout ceci est absolument insoutenable. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le gouvernement israélien atteint ce niveau de violence, pourquoi est-ce qu'il s'abstrait de tous les standards éthiques mondiaux. Alors, bien entendu, on aimerait avoir une réponse. On voit en tout cas qu'il y a peut-être une volonté de créer de l'antisémitisme. Israël s'assimilant finalement dans la pensée de beaucoup de juifs au judaïsme, c'est une erreur historique dramatique et profonde. Théocratique, hein, il ne s'en cache pas. Disons en tout cas, disons que ces initiatives désastreuses qui sont prises par M. Netanyahou et ceux qui l'entourent, eh bien, vont provoquer inéluctablement une recrudescence de l'antisémitisme et donc du chantage à l'antisémitisme. Et donc, on peut se poser la question de savoir si finalement Israël ne tient que par la communauté internationale, Israël ne tient pas en soi, et donc si finalement une recrudescence du chantage à l'antisémitisme eh bien, n'est pas quelque chose qui est provoqué de manière à essayer de repeupler ces frontières de 67. Mais ça ne va pas devenir contre-productif à la longue? Aujourd'hui, par exemple, en Amérique du Sud, des pays entiers, des peuples entiers sont en train de basculer dans l'inverse. Certains sont en train quasiment de devenir antisémites à cause justement de ces excès, de cette oppression indicible. En tout cas, c'est une conséquence à laquelle il faut s'attendre, mais en tout cas, il n'y a pas d'issue dans cette violence. Aucune civilisation n'a jamais pu survivre par la violence absolue contre la volonté de toute sa population. Donc on est là dans une phase un petit peu critique, même très critique. La seule chose qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas des élections, parce que finalement, la seule manière de régler finalement cette question d'autorité palestinienne qui aujourd'hui est très largement corrompue et collabore ouvertement avec Israël, la meilleure manière de remettre les pendules à l'heure et de faire cesser ce qu'on appelle, à mon avis à tort, la séparation, la division des Palestiniens. Les Palestiniens ne sont pas divisés. Il y a simplement une autorité palestinienne qui ne fait pas son travail. En termes de légal, Gilles Devers nous l'a rappelé tout à l'heure, et cette autorité palestinienne doit disparaître. Il faut qu'il y ait des élections, et des élections, bien, on le sait, il y a eu quelques sondages, mais très peu après la guerre de l'été dernier,
les partis islamistes eh bien, ont pris 20 points dans les sondages. Autrement dit, quelles que soient les élections, des élections libres aujourd'hui, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, eh bien, donneraient le Hamas vainqueur, ce dont Israël ni les Occidentaux ne veulent. Donc on est dans une situation qui peut-être ne se terminera peut-être que par la mort du principal intervenant, Mahmoud Abbas, à près de 80 ans. Il serait remplacé illico presto par quelqu'un du même acabit. Oui, mais ça sera difficile de le faire sans élection. Et des élections, les élections ne sont pas gagnées, loin de là. Autrement dit, la seule façon d'avancer d'une manière non sanglante, eh bien, ça serait que l'autorité palestinienne démissionne et que l'élection générale soit appelée. Nous allons lancer les titres d'aujourd'hui, puis je reviens à vous pour une question clé. Aujourd'hui, Le Figaro. Netanyahou veut provoquer une troisième intifada selon Riyad El-Melki. Les Échos. Conflit israélo-palestinien. La troisième intifada a-t-elle débuté? Par Jean-Michel Gratte. Europe 1. Violence à Gaza, vers une menace de troisième intifada, par Wendy Bouchard. Avant d'accueillir Salim Belkhedda, professeur au Berlin, la société israélienne est-elle raciste? Alors, y compris vis-à-vis, à l'endroit de ses propres concitoyens, c'est-à-dire les Arabes israéliens, comme on les appelle. Bien sûr, on ne peut pas parler de la société israélienne. Il y a au moins 3 sociétés israéliennes, ou si ce n'est 4, avec les Palestiniens israéliens, les Ashkénazes, les Séfarades, ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre. Donc il y a plusieurs sociétés israéliennes. Alors la société israélienne est évidemment raciste, puisque l'État est raciste et que les lois fondamentales de l'État d'Israël, avec cette discrimination, sont ouvertement, officiellement racistes. Donc en dehors des lois fondamentales, eh bien, il y a toute une série de lois particulières qui sont des lois discriminantes de type raciste. Le sionisme est une forme de racisme. C'est quoi le racisme? On n'entend jamais définir, mais le sionisme, eh bien, le racisme, c'est attaquer quelqu'un ou discriminer quelqu'un, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Et donc le sionisme, par essence, eh bien, discrimine, essaye de chasser, massacre les Palestiniens, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Et on le voit quand ils s'attaquent notamment très massivement à des populations civiles. Donc il y a ce racisme vis-à-vis des Palestiniens, il y a un racisme interne vis-à-vis des Éthiopiens, etc. Et on pourrait même dire que un certain nombre d'Israéliens quittant Israël, on pourrait me dire qu'il y a une concentration raciste plus importante, de la même manière qu'un certain nombre de malfaiteurs, de gens qui ont des problèmes avec la justice, et on le voit notamment en France, se réfugient en Israël quand ils ont quelques problèmes. Donc c'est véritablement un endroit où il ne fait pas bon vivre, et quand on entend certains dirigeants israéliens dire aux Juifs du monde entier « Venez, vous serez en sécurité chez nous », c'est tout à fait l'inverse. Salim Belkhedda, merci d'être des nôtres. Jamal, merci. Salim Belkhedda, vous êtes membre d'une délégation médicale qui se rend en Palestine pour essayer d'aider les Palestiniens. Essayez de nous en dire quelques mots avant d'en arriver aux questions que je vais vous poser. Alors oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, c'est la voix est tachée un peu. Oui, effectivement. Essayez de parler pour voir si on vous entend bien. Est-ce que vous m'entendez là? On vous entend bien. Là, on vous entend bien. Je vous en prie. Donc, une petite correction d'abord, qui n'est pas importante. Je ne suis pas chirurgien, mais cardiologue. Excusez-moi, je suis désolé. Ça fait. Merci. C'est pour revenir un peu au fondement idéologique du sionisme. Qui a en fait les sionistes qui ont emprunté leur idéologie raciste à leurs bourreaux, c'est-à-dire les nazis. C'est l'exaltation un petit peu de l'identité psychologique. Donc les sionistes, en fait, ils ne sont pas dans une logique de paix, pas du tout. Leur seule logique, c'est la colonisation, c'est l'extermination, c'est chasser l'arabe, donc et l'épuration ethnique. Donc le sionisme, en fait, est une idéologie laïque parce que nous, quand
On a vu il y a des juifs religieux qui sont antisionistes, foncièrement antisionistes. Et parmi eux, nous avons rencontré des médecins qui sont antisionistes et qui n'ont rien à voir avec cette idéologie raciste qui se place dans une logique d'extermination, de colonisation. Et si jamais nous, les Algériens, nous savons ce que c'est la colonisation et l'extermination, puisque la conquête française a fait, dit-on, 6 millions de victimes, pour parler des victimes de la conquête. Donc en fait, nous, il y a une année, jour pour jour, donc c'était en octobre 2014, nous avons été donc à Gaza. C'était juste quelques semaines après la folie meurtrière des Israéliens, de la guerre qu'ils ont menée contre les Gazaouis. Et nous étions une délégation donc de plusieurs médecins que j'avais l'honneur et le privilège de conduire. Je passerai sur les difficultés. Il nous faudrait plusieurs heures pour parler des difficultés pour franchir ce blocus, donc cette frontière, Rafah, au Maslan. Donc pendant 13 jours de notre présence, ce que nous avons vu, en fait, c'est l'horreur. On ne peut pas décrire ce que nous avons vu. Il nous faudrait aussi des jours et des jours pour décrire l'horreur que nous avons vue. Israël et l'armada sioniste a fait une guerre donc, contre tout, hein, contre tous, contre les humains, contre les mosquées, contre les hôpitaux, contre les universités, contre les handicapés, les enfants, les orphelins, tout. Donc, je vous rappelle que cette agression sioniste a fait 2500 morts presque, et pour beaucoup, plus de 600 enfants. On était donc une délégation d'Algériens, donc de professeurs en orthopédie, en urologie, on brûlait, et nous avons vu, c'était l'horreur, quoi. Et des enfants, il y avait presque, on nous avait cité 13 000 blessés à peu près. On était, nous, c'était à 2 mois à peu près, donc c'était des séquelles. Et on a été frappé par l'ampleur des blessures. Il y avait surtout des brûlés, des handicapés, des enfants, sur le plan psychologique aussi, des séquelles psychologiques importantes. Et aussi, et je pense qu'ils ont essayé même des armes nouvelles, parce qu'on a vu des blessures qu'on n'a jamais vues, donc pour avoir assisté à plusieurs catastrophes naturelles, chez l'œuf, etc. Chez nous, nous avons vu des choses inimaginables. Des ambulances ont été ciblées, beaucoup de nos confrères ont été tués. Donc pour vous dire que les Israéliens sont dans une approche de conquête, de colonisation, d'extermination. Ils ont cure ils sont en violation de toutes les règles, aucun code de l'honneur, puisqu'ils ont même tiré sur des ambulances. Nous avons vu et nous avons vu pendant 13 jours les conséquences de ce blocus inhumain, honteux. Un embargo sur tout, l'électricité, sur l'alimentation. Par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'était dans un hôpital qui a été donc bombardé par l'armada israélienne. Il y avait une odeur très nauséabonde et par la fenêtre, on pouvait voir, c'était près de Asqalan, donc les frontières sionistes. Avec les sionistes, on pouvait voir un océan, une mer de dégoût, hein, comme on dit, parce que on ne permet pas donc aux Palestiniens d'avoir, comment on appelle ça, le total d'égout, les canalisations, qui sont bombardées systématiquement. Et vous avez donc une grande prison à ciel ouvert. Salim Khedda, restez avec nous, nous revenons à vous dans un instant. Christophe Oberlin, vous-même, vous vous rendez à Gaza depuis 14 ans maintenant. Chaque année, vous y restez quelques jours pour soigner, pour former. Vous confirmez ce que nous dit Salim Khedda? Oui, d'abord je voudrais le saluer.
et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer, de travailler ensemble. Il y a eu une réunion la semaine dernière à Paris de l'association PALMED, c'est les médecins palestiniens européens, et il y a un projet, je crois, d'une réunion en Algérie, et je pense que ça sera l'occasion de se rencontrer. Alors, mon témoignage, oui, repose ce qu'a dit mon collègue, en ce sens que il y a deux choses. Il y a la guerre aiguë, il y a ces blessés qui arrivent massivement, et c'est mort. 80% des patients qu'on amène au moment de ces guerres eh bien, sont morts à l'arrivée. Mais la capacité de résistance de ces Palestiniens eh bien, va jusqu'à améliorer l'accueil de ces blessés guerre après guerre. Et à la suite de la guerre de 2008-2009, eh bien, un travail scientifique a été fait et a été publié pour faire le bilan de la chaîne de soins pour accueillir des blessés, pour la fluidifier. Et ça a été publié, tenez-vous bien, dans le Lancet, qui est, mon collègue Salim le connaît bien, ce journal. Je dirais que d'une certaine façon, c'est un peu la Mecque de la publication médicale internationale. Vous voyez, à la suite de la guerre, de cette publication, de ce travail, pendant la guerre de 2012, de nouvelles procédures d'accueil, de triage ont été mises en place, dont certaines très simples, qui consistent tout simplement à boucler complètement l'enceinte de l'hôpital aux familles. C'est-à-dire Nantes que les blessés et les soignants. Donc, des conditions de travail bien meilleures. Un système de triage avec les walking-talking, ceux qui parlent et qui marchent. Vous rentrez chez vous, vous reviendrez plus tard, vous voyez ? Et ce qui fait que ça aboutit à un désengorgement des urgences et à une focalisation autour des blessés les plus graves, qui pour les plus graves allaient directement en salle d'opération. Et le principe aussi, c'est de mettre autour du blessé eh bien, différents spécialistes. Le spécialiste de l'abdomen, celui qui fait des échographies, qui en quelques secondes va vous dire s'il y a du sang dans le thorax ou dans l'abdomen, et d'autres spécialistes autour. Et on a abouti ainsi, pendant la guerre de 2012, à une chute importante de la mortalité, à des résultats tout à fait exceptionnels sur le plan médical. Alors bien entendu, les attaques massives qu'a cité Salim au cours de la guerre de 2014, avec des hôpitaux qui ont été rasés, ground zero, comme l'hôpital El Wafa, que je connais bien. J'ai eu l'occasion de m'y rendre avec un de mes amis, chirurgien, le Dr Fayez Al-Enaoui, qui m'a montré au milieu des ruines l'emplacement de la salle d'opération, du bureau, etc. Bon, les bras nous en tombent lorsqu'on voit de tels actes, et c'est clair que l'autorité palestinienne, qui part deux fois, et Gilles Devers, si on l'a tout à l'heure en communication, il est avec nous, je vais a bloqué des plaintes au niveau de la Cour pénale internationale, les bras nous en tombent. Gilles Devers, vous êtes de nouveau avec nous, nous avons réussi à vous joindre. Je vous entends. Alors, Gilles Devers, votre avis de juriste international au sujet de cette cause quasi principale de l'intifada qui se concocte, si je peux dire, qui est ce sont les vexations au sujet de cette histoire de la mosquée Al-Aqsa et de l'esplanade des mosquées? Eh bien, c'est un point qui évidemment est maîtrisé par le droit, vu que vous vous doutez bien qu'on n'a pas attendu ces événements pour se poser la question de la protection du patrimoine cultuel et culturel en droit international, c'est-à-dire pendant les périodes de guerre. On a des règles très anciennes et ces règles relèvent de ce qu'on appelle le droit coutumier, c'est-à-dire c'est un droit qui est pratiqué depuis tellement longtemps et auprès de tellement de pays et dans tellement de circonstances qui s'impose à tout le monde, y compris aux États qui ne ratifient pas les traités. Voilà. Et il se trouve par ailleurs que pour ce qui est de la protection des biens de culte, culturels et de culte, il y a les deux, il y a une convention internationale de 1954 et cette convention, c'est une des rares à avoir été ratifiée par Israël. Donc moi je m'interroge d'autant plus sur le fait de savoir pourquoi on ne met pas en œuvre cette convention, vu qu'on a à la fois des règles de droit international coutumier et de plus une convention très spécifique, très bien faite, qui a été ratifiée par Israël. À cette convention est joint un règlement exécutif qui donne les modalités, et il y a deux modalités qui sont très intéressantes. La première, c'est qu'on peut solliciter une réunion au sein de l'UNESCO
sur le sujet. Voilà, donc un débat public au sein de l'UNESCO avec des délibérations qui peuvent être attendues. Je rappelle que la Palestine est membre de l'UNESCO et que il y aurait des démarches qui peuvent être effectuées sans attendre. La deuxième chose, c'est qu'il est possible, et ça ne relève que du gouvernement de Palestine, de mettre en œuvre une procédure qui est prévue dans le règlement d'exécution et qui vise à la désignation d'un commissaire. Et le commissaire, c'est une personnalité indépendante qui peut décider d'ouvrir une enquête et de l'exécuter lui-même. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas ce qui se passe à la mosquée Al-Aqsa. Eh bien, c'est très simple. Faisons la réunion, qui est pratiquement de droit pour la Palestine. Par ailleurs, l'UNESCO, évidemment, l'acceptera. Et ensuite, que la Palestine prenne l'initiative de demander, dans la mesure où Israël est parti à la Convention, la désignation de ce commissaire qui fera lui-même son équipe et qui agira de manière autonome. Il est même prévu par le droit international, qui encore une fois est un droit très bien fait, que si l'autre partie, c'est-à-dire Israël, refusait de désigner le commissaire international, on demande au président de la Cour internationale de justice de le désigner et le commissaire se met en place. Donc moi, à titre personnel et en tant que juriste international, je ne peux pas entendre le fait de dire on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'ils font, parce qu'il suffit de le mettre en œuvre en appuyant sur le bouton. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième est qu'il y ait du titre de l'investigation, et il va de soi qu'une enquête internationale contradictoire, vu qu'il y aurait une délégation palestinienne qui pourrait se rendre sur place en même temps que le commissaire, voir ce qui est fait, tout ça serait très intéressant. Et l'UNESCO a fait peu de choses sur le sujet, mais il y a quand même un communiqué qu'on trouve qui date d'une dizaine d'années où l'UNESCO disait que ces recherches archéologiques ne sont pas faites correctement. Il en demandait la suspension. Vous voyez où on en est. Voilà. Donc que fais-tu? Défends-toi toi-même. Voilà, premièrement. Deuxièmement, c'est non plus de simplement l'investigation, alors qu'elle serait essentielle, c'est de déposer plainte. On retrouve la question de la Cour pénale internationale. La mosquée est sur territoire palestinien, vu que Jérusalem fait partie du territoire palestinien, Jérusalem-Est de manière certaine, il est tout à fait possible de demander l'ouverture d'une procédure pénale sur ce dossier. Il ne faut pas dire on va faire des communications et des ceci et des ça, il faut dire je dépose plainte. Voilà, il y a un article dans la Convention qui permet expressément d'agir, et alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans le droit international, que je défends à nouveau, on distingue des biens religieux qui sont ceux courants, c'est-à-dire une église, un temple, une synagogue, une mosquée, un lieu auquel les populations sont attachées. Et on a toujours eu un régime spécial pour ce qu'on appelle des biens d'une importance primordiale pour les peuples, c'est-à-dire qui parlent à l'humanité. Et la mosquée d'Al-Aqsa, elle est en Palestine, mais elle n'appartient pas qu'aux Palestiniens. Donc tous les États qui sont là en train de faire je ne sais trop quoi, des déclarations, et eux aussi ils peuvent déposer plainte. C'est tout à fait recevable dans la mesure où, en tant que des États qui ont une forte communauté musulmane ou qui se revendiquent comme États musulmans en tant que tels, ils peuvent déposer plainte. Ils peuvent prendre des initiatives vu que les biens de dimension internationale reposent d'une initiative internationale. Pourquoi ne faites-vous rien ? Dirigeants de Palestine, pourquoi ne faites-vous rien, dirigeants arabes? Et je pose également, pourquoi ne faites-vous rien, dirigeants chrétiens? Car la protection des lieux de culte, elle n'est pas liée à la foi. Moi, je suis très intéressé, je ne suis pas musulman, je suis très intéressé à savoir que des lieux de culte de cette importance, qui traduisent une telle dimension historique, une telle dimension sociale, une telle dimension de spiritualité, puissent être défendus en tant que tels. Et je demande donc à mon gouvernement, la France, de déposer plainte pour que soient protéger ces lieux qui appartiennent à l'histoire des peuples. En plus du fait que vous nous apprenez toujours des choses, Maître Gilles Devers, que les peuples, qu'ils soient chrétiens ou musulmans ou juste des États, ne portent pas plainte alors qu'ils en ont le droit contre ces excès, ces abus, cette dépossession annoncée, affichée. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire aussi sur le sujet de la colonisation qui n'est même plus rampante, et qui est aussi un sujet clé, je ne dirais pas un prétexte, une cause essentielle de cette intifada qui se prépare? La colonisation, c'est l'expression même de ce que rejette le droit international. C'est-à-dire que depuis qu'il y a des peuples, quand il y a des guerres, c'est pour acquérir des territoires qui ne vous appartiennent pas. Voilà, c'est ainsi. Et donc, le fait de vouloir acquérir un territoire par la force armée est une atteinte à la paix, et la protection a toujours été la plus grande. Donc, si un État
veut abandonner une partie de territoire ou s'adjoindre une partie de territoire. On fait des référendums, les peuples souverains décident et tout ça peut se faire. C'est entièrement bon. Mais la colonisation, c'est-à-dire prendre un territoire qui ne vous est pas reconnu par le droit international, l'acquérir par la force armée et s'y maintenir par la force et y implanter son régime juridique, c'est contraire à tout le droit international. Alors on peut reparler de la CPI, mais là, ce sont plus les puissances internationales qui pourraient agir, ça peut être que les Palestiniens, ils refusent de le faire. Voilà, donc dont acte, ils estiment que c'est peut-être trop lourd. Alors on va se mettre sur l'angle plus pratique du droit européen. Dans le cadre du droit européen, il y a beaucoup de malaise du point de vue de la Commission européenne, qui a encore publié ce mois de juillet un avis aux importateurs extrêmement précis en disant attention, l'accord pour les exportations palestiniennes ne s'applique qu'aux produits, à tout le territoire palestinien, c'est-à-dire Cisjordanie, Jérusalem et Gaza. Et pour ce qui vient de ces territoires, on ne peut pas accepter les produits qui sont authentifiés par d'autres États, sous-entendu Israël. Tout ça c'est très clair, c'est la Commission européenne qui le publie et l'autorité palestinienne ne s'en saisit pas. Donc le droit européen permet d'agir et de manière assez simple. Donc après on poursuit la logique. L'État palestinien ne le fait pas, mais des groupes palestiniens pourraient agir. Et notamment il suffirait de créer, où il y en a qui existent déjà, des sociétés d'import-export, qui soient d'ailleurs de siège français, avec des Palestiniens, vu qu'on peut créer en France une association qui est du régime des associations de 1901, même si tout l'ensemble de ses membres sont étrangers, ils pourraient être palestiniens, donc il pourrait y avoir des industriels palestiniens qui créent une société en France, société commerciale, et qui défendraient le fait qu'ils doivent pouvoir exercer dans une concurrence loyale, vu que toute l'Europe c'est le marché libre et non faussé. Or le marché est faussé parce que j'ai des gens qui se sont implantés à côté de moi, sur un territoire qui appartenait à mes ancêtres, ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas la terre, ils ne payent pas les impôts, en plus ils sont subventionnés, donc un groupe d'industriels palestiniens attaquerait demain, ça serait tout à fait simple, voilà. Ça ne vient pas, voilà, ça ne vient pas. Du côté des grandes ONG, ça ne vient pas. Bah écoutez, moi ce sont des constats que je fais, hein, c'est tout. Hein. Vous nous direz tout à l'heure ce qu'il faudra faire en l'occurrence. Salim Belkhedda, vous êtes avec nous? Si Jamal. Salim Belkhedda, quelles sont les pathologies les plus répandues à Gaza, les traumatismes? Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Oui, effectivement, nous, quand nous étions partis, bon, notre désir c'était d'aller pendant, c'est-à-dire l'agression, mais ça a été presque impossible. Donc nous sommes partis au mois d'octobre, c'est-à-dire 2 mois après, et c'était surtout des séquelles. Donc des séquelles. On avait une équipe de chirurgiens spécialistes dans les brûlés et brûlures, et je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de séquelles de brûlures, des handicapés, des traumatismes. J'aimerais souligner aussi le caractère criminel de ce blocus sur nos collègues médecins de Gaza. Notre collègue parlait tout à l'heure de la formation des collègues. Et bien sachez que ces médecins n'ont pas le droit de sortir. Parmi eux, il y en a qui, depuis 10 ans, n'ont pas assisté à un congrès, à une formation. Nous avons eu quand même le plaisir de voir que beaucoup de médecins ont été formés en Algérie, et bien formés en Algérie, et qui jouent un rôle important dans la prise en charge des patients. Donc c'est surtout, il y a beaucoup d'orphelins, donc le problème des orphelins, et sachez que l'armada israélienne et son armée sophistiquée ont même ciblé des handicapés, donc c'était un hospice pour handicapés, des orphelinats. Notre ami parlait des mosquées, de la mosquée 112, nous avons pu voir des dizaines de mosquées, on parle de 112 mosquées qui ont été directement ciblées par les missiles F-15 israéliens. Les Israéliens avancent que c'est depuis ces mosquées que des missiles, sont lancés contre les territoires habités par les Israéliens. Les sionistes ont fait une guerre à tout en fait. Hein. Même nous sommes partis à l'université islamique de Gaza, qui est la seule, et elle aussi a été la cible donc, de plusieurs missiles, les hôpitaux aussi. Donc
Bien sûr que les Israéliens... J'aimerais aussi souligner une chose pour nos amis, peut-être ça sera un petit peu du nationalisme dépassé, mais on a eu chaud au cœur de voir des drapeaux algériens sur les décombres, beaucoup de décombres. Et pourquoi Salim, à votre avis, on l'a vu sur des vidéos YouTube en effet, mais on ne s'explique pas. Oui, dites-nous. J'ai pris pas mal de photos, donc bon, ça rentre un peu dans l'anecdote. Mais quand même, les Gazaouis adorent les Algériens et nous avons été reçus d'une façon extraordinaire. Et j'ai été vraiment touché de voir des drapeaux comme ça, algériens, sur des décombres. Et vous savez que aujourd'hui, les Gazaouis n'ont pas le droit de reconstruire leur maison. C'est ce qui est extraordinaire. Comment ça expliquez-nous. Comment ils n'ont pas... Vous voulez dire les maisons qui ont été démolies par l'aviation ou par l'artillerie ne doivent pas être reconstruites? C'est interdit, pas de ciment. Le ciment, blocus sur le ciment, sur le fer, sur le bois, sur tout, le sable. Donc, et vous avez comme ça, c'est vraiment des images qu'on n'oubliera jamais, des images apocalyptiques où vous avez des gens comme ça qui habitent des ruines, des enfants, des femmes. Soulignons aussi que grâce à l'aide du peuple algérien, je dis bien le peuple, et surtout, là il faut qu'on cite Jamiat al-Ulama, l'association des ulama, il y a un hôpital qui a été créé à Gaza, donc Moustashfa al-Jazair, l'hôpital Jazair à Khan Younis, donc par l'argent des Algériens, du peuple algérien. Et beaucoup de choses ont été envoyées là-bas, des scanners, des blocs chirurgicaux, et qui fait un travail extraordinaire. Donc nous avons opéré à ce niveau, à l'hôpital Shifa, et dans d'autres hôpitaux. Donc aussi, ce qui nous a marqué durant notre court séjour d'une quinzaine de jours, c'est comme disait notre collègue, la foi inébranlable des Palestiniens en la victoire. C'est un peuple qui ne pourront jamais vaincre. Restez avec nous, Salim Belkhada. Christophe Berlin, donc nous disions que vous vous rendez depuis 14 ans maintenant. Chaque année, vous restez quelques jours pour former, pour opérer. Quel est votre avis sur la question sanitaire? Vous rejoignez Salim? Je rejoins Salim, et ce qu'il a dit suscite des observations de ma part. Salim a dit à très juste titre que les médecins, par exemple, ne peuvent pas se rendre à l'étranger pour suivre des congrès. C'est vrai, tous les médecins, je pense que dans beaucoup d'autres spécialités en dehors de la médecine, on a besoin de confronter son expérience à celle des autres. Alors comment font les Gazaouis? Eh bien, ils organisent des congrès à l'intérieur. Et en particulier, il y a un congrès qui a lieu tous les 2 ans qui s'appelle Surgery in Palestine, et vous avez 200 chirurgiens de Gaza. J'ai assisté déjà 2 fois à ce congrès, une fois par Internet et une fois j'étais sur place, et 200 chirurgiens de Gaza qui confrontent leur expérience, qui montrent les derniers développements de l'actualité concernant leur propre spécialité. Et finalement, j'ai été très conforté de voir que dans ma micro-spécialité, qui est celle de la chirurgie des paralysies, des traumatisés, eh bien, en chirurgie cardiaque, Salim a sûrement rencontré le docteur Marouane, qui a fait une statistique de 3000 circulations extracorporelles avec une mortalité très faible de 3%, si je me souviens bien, et puis en endoscopie digestive, et puis dans tous les domaines. Autrement dit, tout ça, ça existe, ça fonctionne, et malgré la guerre. Et il y a même l'un de ces congrès, d'ailleurs, je me souviens encore de la banderole qui était affichée à l'entrée de l'université islamique. C'était une grande banderole annonçant le congrès avec les dates. Et puis, la banderole avait été découpée sur la date. Et puis, on avait cousu un tissu avec une autre date, tout simplement parce que la première date correspondait à une guerre qui a eu effectivement lieu. Eh bien, ils ont fait ça 1 ou 2 mois après. Mais autrement dit, il y a énormément de signes positifs qui sortent aussi. Quand vous me dites 200 chirurgiens à Gaza, oui. Comment ils font dans une si petite, en même temps si grande prison à ciel ouvert, la plus grande du monde, mais pour la population, c'est un espace si petit. Comment font-ils pour avoir formé
200 chirurgiens. Et je ne parle pas du reste. Alors ça, c'est un autre sujet, il nous faudrait 1 heure pour en parler. Avec le siège qui se refermait, pas seulement récemment, mais disons avec la conquête israélienne de la bande de Gaza, des universités se sont construites car on ne pouvait plus aller à l'extérieur. L'extérieur, c'était l'Égypte. Et donc des universités ont été créées. Et dans le domaine médical, par exemple, le Cheikh Yassine avait vraiment une vision à terme, à long terme. Il disait, je veux des scientifiques, je veux des médecins, je veux des littéraires, je veux des journalistes, je veux dans tous les domaines. Eh bien, la médecine a sorti ses premiers médecins entièrement formés à Gaza il y a 2-3 ans, je crois. Et j'ai assisté d'ailleurs à des présentations scientifiques par les jeunes formés, avec une parité, garçons et filles. Ils ont été formés en anglais, c'est-à-dire qu'ils lisent toute la littérature en anglais, ils sont sur Internet, ils ont accès à toutes les banques de données. Autrement dit, il y a une formation de très haut niveau qui en même temps fonctionne à l'international, puisqu'ils n'ont pas la chance d'avoir des enseignants dans toutes les spécialités. Eh bien, c'est un prof en Jordanie, au Royaume-Uni, en Égypte, qui va donner un cours en direct aux étudiants. Donc il y a énormément de choses. Et puis il y a une autre chose qu'a dit Salim, qui je pense mérite qu'on insiste. Il a parlé de ces dons, de ce qui arrive de l'extérieur. Et le drame aujourd'hui de Gaza, certes c'est le blocus israélien, mais je dirais on est habitué, entre guillemets, avec des réserves concernant l'expression, mais surtout le drame de Gaza, c'est le coup d'État en Égypte. Par l'Égypte passait tout ce dont on a besoin en urgence. On a besoin de matériel pour réparer les dialyses rénales. En moins de 48 heures, par le Croissant Rouge, par les tunnels, ça arrive, il y a des taxes qui sont payées, c'est tout à fait officiel. Et donc, l'économie de Gaza fonctionnait par l'Égypte depuis le départ de Moubarak. Et le coup d'État en Égypte a été une véritable catastrophe. Catastrophe humaine, catastrophe sanitaire, catastrophe. Et véritablement, je dirais que c'est l'emprise égyptienne aujourd'hui qui est de loin la plus mortifère aujourd'hui. On parle toujours concernant Gaza, la santé, on imagine les bombardements, les victimes, etc. Mais ça a un temps. Ce qui est permanent, c'est le traitement du cancer. Le traitement du cancer, vous avez des médecins de très haut niveau. Vous n'avez pas un seul appareil de radiothérapie à l'intérieur de la bande de Gaza parce qu'Israël fait courir le bruit qu'avec la radiothérapie, on va faire des bombes, ce qui est totalement absurde pour les physiciens. C'est un génocide, d'une certaine manière. Alors, c'est un véritable génocide, c'est-à-dire qu'effectivement... Le génocide des cancéreux. Le génocide, ce n'est pas tuer 1 million de personnes. Le génocide, c'est tuer des gens en fonction de leur gène, en fonction de leur appartenance quelle qu'elle soit. Donc c'est exactement ça. Le ministre de la Santé est décédé en juin 2014, faute de soins appropriés. Le ministre de la Santé lui-même, j'ai un ami dont la femme est morte d'un cancer de l'estomac, elle n'a pas été diagnostiquée à temps et donc pas traitée à temps, etc. On ne commence pas une seule chimiothérapie à Gaza en pouvant la finir avec le même protocole. Les médecins sont là, les connaissances sont là, mais il y a des manques de produits à ce niveau. Et donc aujourd'hui, au lieu de vendre des armes à l'Égypte, moi j'ai honte d'être français aujourd'hui, je ne me reconnais absolument pas comme des millions de Français dans ce gouvernement qui vend des armes de destruction massive à l'une des pires dictatures de la planète. C'est totalement inacceptable à aucun point de vue. Et donc le blocage, l'emprise égyptienne pour Gaza aujourd'hui est véritablement vitale. Gilles Devers, je reviens vers vous. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais que vous nous répondiez assez brièvement, mais pour 2 questions. La première est, que faut-il faire donc en l'absence d'une véritable prise en charge pour protéger ces patrimoines de l'humanité, à savoir ces lieux de culte, par les États occidentaux, les États musulmans. Et la deuxième question se rapporte aux Arabes israéliens, qui sont l'objet, même s'ils ont la nationalité israélienne, de vexations autrement plus sournoises. Tout le monde le sait, l'Arabouchim, comme les appellent les Israéliens, les Arabouchim sont vraiment des sous-citoyens. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire au sujet de ces 2 questions? Mais pour le premier point, donc j'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais il y a des procédures à mettre en place et qui peuvent être engagées par des États arabes, des États européens,
Et on pourrait même envisager, donc ça aurait un peu moins de force, mais vis-à-vis de la CPI, il serait tout à fait possible que des grandes associations religieuses internationales ou des personnalités religieuses internationales agissent. Et je signale à ce propos que la CPI vient d'ouvrir une affaire pour le Nord Mali avec les attaques qui avaient eu lieu de biens religieux à Tombouctou. Donc l'idée qu'on puisse saisir la Cour pour des biens religieux, elle est tout à fait dans l'ordre des choses. Donc moi j'appelle à ce que des groupes religieux, musulmans et d'autres religions dégagent un minimum d'énergie pour déposer une plainte à la Cour pénale internationale sur l'article 15.1, le fassent avec toute une démonstration et que ce soit bien entendu, et que par ailleurs les États demandent la réunion de cette commission de l'UNESCO, et qui amènera peut-être mécaniquement la Palestine à se bouger et donc à faire désigner cet enquêteur, parce que quand même un commissaire qui arrive en place, c'est pas, je vois pas en quoi ça pose un problème de politique internationale lourde, hein. Bon, c'est toujours ce qui nous est dit sur l'inaction. Pour ce qui est des citoyens palestiniens qui vivent dans la partie israélienne, ils vivent dans des situations qui s'apparentent très clairement à la discrimination. Ils devraient bénéficier d'une protection également de leur gouvernement naturel, qui est le gouvernement palestinien. Et il n'y a absolument rien qui est fait. Alors s'il faut proposer une solution simple, voilà ce que je proposerais, 2 pistes. Et en plus, ce sont des données actuelles. Il y a un point qui est la restitution des corps. À savoir qu'il y a des prisonniers qui viennent d'ici, de là ou d'ailleurs, qui décèdent en prison, et Israël refuse de rendre les corps, et on fait donc purger la peine à des cadavres. Voilà. Alors je ne sais pas si vous connaissez d'autres États qui font ça. À ma connaissance, c'est le seul, et c'est tout à fait organisé, vu qu'on donne un numéro, et les cimetières s'appellent les cimetières numérotés, vu qu'il y a des tombes avec des numéros, et donc ce sont des cadavres qui purgent la peine. Alors évidemment que, outre que moralement on ne peut pas imaginer quelque chose de plus choquant, ça ouvre à des actions de droit international et qui peuvent être conduites en Europe, parce qu'il suffit d'avoir un descendant qui a une nationalité européenne. Et donc moi je suis palestinien ou français, mais d'origine palestinienne. J'ai un aïeul qui est détenu, mort détenu, voilà, sous un numéro. Je peux agir devant le juge français vu que je suis victime d'une infraction commise à l'étranger. Alors vu le nombre de réfugiés palestiniens qui vivent en Europe et qui ont pu obtenir la nationalité, je pense qu'un travail d'investigation permettrait d'imaginer ces personnes, et elles pourraient agir en tant que telles de manière efficace sur la restitution des corps et l'application du droit. C'est tout à fait actuel dans la mesure où, pour ces Palestiniens vivant sur le territoire israélien, il a été annoncé hier que l'une des mesures prises était de refuser de restituer les corps, parce que ça serait ils ne veulent pas les funérailles, vu que les funérailles sont l'occasion de mouvements d'amitié, de spontanéité, de solidarité. Et donc là, on a un acte tout précis. Mais je ne sais pas, on a une diplomatie, vous avez des ministres, on a une responsable européenne. Elle n'a pas entendu à la radio, comme moi, qu'on va refuser aux familles de rendre le corps des morts pour leur interdire de faire les funérailles. Allons. Alors, on peut culpabiliser Abbas, mais quand même, selon l'expression que chacun balaye devant sa propre porte. Gilles Devers, merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Salim Benkhedda, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Vous auriez quelque chose en particulier à dire au sujet de cette intifada qui se prépare? Oui, en fait, le peuple palestinien n'a pas beaucoup de choix, comme nous l'avons dit, face à cet État raciste, à ce sionisme, sans foi ni loi, dont le seul objectif est de chasser les Palestiniens et de prendre leurs terres. Donc nous avons vu directement et pu apprécier cette foi inébranlable de ce peuple dans sa victoire. Pour revenir un petit peu à la solution, tout à l'heure, un de vos invités parlait d'élections, mais malheureusement nous savons qu'aujourd'hui, donc l'État marchand, qui est l'allié de l'État raciste, sioniste, refuse la démocratie aux indigènes, refuse le ressourcement par l'islam, par exemple, refuse que les partis islamistes, qui sont majoritaires sous nos contrées, qu'on le veuille ou non, on a vu ça avec Morsi en Égypte,
en Algérie en 1992 et en Tunisie. Donc la solution, c'est que le peuple palestinien ne doit compter que sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur lui-même pour arracher sa liberté et sa dignité. Salim Bredda, merci infiniment. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Christophe Oberlin, une dernière question avant de présenter vos livres. Quelle perspective politique, selon vous, dans cette partie du monde? C'est difficile de répondre à cette question, mais on voit clairement qu'il y a un agresseur et un agressé. Il y a un agressé qui ne cédera pas. D'abord, il est là, même s'il se fait martyriser, les Palestiniens sont là, et je vous rappelle qu'ils sont majoritaires aujourd'hui sur le territoire de la Palestine historique, donc ils sont là. Donc l'agresseur ne bougera que si le rapport de force change. Alors ce rapport de force, ça peut être un rapport de force économique. On a un grand mouvement de boycott qui est lancé contre les produits israéliens et qui, à ma connaissance, s'amplifie et marche bien. Donc l'économie, c'est là où ça fait mal. Vous pensez que ça pourrait avoir un véritable effet pour un pays qui se fait financer massivement par des États comme les États-Unis? Oui, mais bon, la richesse américaine, elle est ce qu'elle est. Il y a des dépenses énormes, il y a 30 millions d'Américains qui n'ont pas droit à des soins de santé, il y a l'écart de richesse entre les États américains les plus riches et les plus pauvres va en augmentant. Autrement dit, nous ne sommes pas loin de la fin de l'emprise mondiale des États-Unis, à mon sens. Donc ce rapport de force économique, ça joue. Dans l'histoire, il y a beaucoup d'exemples où l'économie a primé sur tout le reste. Ce rapport de force, ça peut être un rapport de force juridique aussi, et Maître Gilles Devers a parlé très clairement de tous les outils qui sont à disposition et qu'on aurait tort de négliger, parce que cette fameuse Cour pénale internationale, 123 pays, c'est quand même la très grande majorité des pays aujourd'hui. Alors vous allez me dire, oui, mais les gens qui sont nommés à la Cour par les pays sont des politiques. Bah oui, peut-être, mais ça n'empêche que si l'on se réfère à la position politique de ces 123 pays, elle est à peu près la même que celle de l'Assemblée générale des Nations unies, où les représentants sont des politiques. Eh bien, l'Assemblée générale, on ne lui a jamais posé la question de la guerre israélo-palestinienne, car on sait bien entendu que dans son immense majorité, elle est du côté des Palestiniens. Les 3/4 de l'humanité, il y a encore moins de 100 ans, eh bien, étaient constitués de peuples colonisés. Il en reste quelque chose, heureusement, de positif, c'est cette résistance au colonialisme. Autrement dit, la Cour pénale internationale, elle est, quoi qu'on le dise, indépendante du Conseil de sécurité et des Nations unies. Autrement dit, les outils sont là. Il y a 2 affaires qui sont en cours. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais ces affaires avancent. Il y a déjà eu des rendus écrits de la Cour pénale qui sont extrêmement précis et qui constituent des jurisprudences. L'attaque du Mavi Marmara est un crime de guerre et ça a été reconnu par la procureure de la Cour pénale internationale. Le siège est un crime de guerre et ça a été écrit, sans parler bien entendu de toutes les attaques et de toutes les plaintes qui sont en cours, dont tous les dossiers s'accumulent et qui vont alimenter ces dossiers au niveau de la Cour pénale internationale. Et puis le 3e rapport de force dont on parle avec prudence, avec réticence, à mon avis à tort, c'est le rapport de force militaire. On a vu quand même l'été dernier, eh bien, une population avec une inégalité de force des armes absolument colossale résister pendant 51 jours. Si vous regardez par exemple ce qui s'est passé au Liban, eh bien, les différentes guerres israéliennes au Liban se sont soldées par un nombre colossal de morts. Et si l'on regarde, on étudie le ratio entre les combattants, les morts combattants d'un côté et de l'autre, au début il y avait 100 combattants libanais qui mouraient pour un combattant israélien. Et puis 10 ans plus tard, et ça a été la guerre de 2006, eh bien le ratio est passé de 1 à 6. On est passé de 1 à 100, 1 à 6. Si vous regardez ce qui s'est passé l'été dernier à Gaza, le ratio est de 1 à 6. C'est-à-dire que malgré l'extrême disparité des armes, eh bien le maximum de ce qu'on peut faire dans un territoire qui n'a aucune défense naturelle a été utilisé. Et ce maximum, c'est quoi? C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les Turcs
pendant la Première Guerre mondiale, au moment de la chute de l'Empire ottoman. Ils se sont enfouis dans les tunnels et ils ont tenu un temps énorme. Et il a fallu qu'il y ait 9 Anglais contre un Turc pour que les Turcs soient défaits, vous voyez. Bon, ben, la stratégie à Gaza, elle est claire. Il y a une stratégie d'enfouissement, il y a une stratégie d'urbanisation de la périphérie. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix, il n'y a quasiment plus de terre à construire. Et dès lors qu'un soldat pénètre au sol dans la bande de Gaza, il est en territoire urbain, il est vulnérable. D'où ce développement des attaques aériennes, etc. Autrement dit, on voit bien que la bande de Gaza, la Palestine, pose même une question militaire à Israël. Comme quoi. Nous allons à présent présenter vos livres. Je vous demanderai de les commenter brièvement au fur et à mesure. Une biographie de Mohamed al-Rantisi, Survivre à Gaza. Alors, Mohamed Rantisi, c'est un chirurgien. Il s'appelle Rantisi, c'est un nom qui est connu car son frère Abdelaziz a été l'un des membres fondateurs du Hamas avec le cheikh Yassine. Et Mohamed Rantisi, chirurgien, s'intéressant à la chirurgie de la main, est venu passer 3 mois avec une bourse en France. Je l'avais connu avant sur le terrain. Et je me suis dit finalement, la meilleure façon de connaître les Palestiniens, déjà, c'est de connaître très bien l'histoire d'un Palestinien. Donc je lui ai fait raconter cette histoire personnelle qui est extraordinaire, mais qui, d'ailleurs, m'ont dit mes amis palestiniens, est en fait l'histoire de tous les Palestiniens. Chaque Palestinien a une histoire racontée, invraisemblable, mais ce livre, bien entendu, est destiné à l'opinion occidentale, et il faut rentrer véritablement dans la vie d'une famille. Sa mère, son père est décédé très précocement, sa mère, analphabète, avec 7 garçons, dans un camp de réfugiés à Gaza, avec simplement l'argent de l'UNRWA. Donc à partir de ça, eh bien, ça a donné un chirurgien, un gynécologue. Abdelaziz Rantisi était un pédiatre renommé, et puis d'autres. Donc c'est l'histoire d'une famille qui donne le meilleur d'elle-même et qui produit en une seule génération le meilleur d'elle-même. C'est un exemple assez emblématique finalement des Palestiniens. Chronique, alors, postface de Mahmoud Zahar. Mahmoud al-Zahar, mon ami. Chronique de Gaza. Alors ça, ce sont des chroniques, car depuis 15 ans, à chaque fois que je vais là-bas, je fais un petit texte, ou 2 ou 3, qui correspondent soit à des choses qui ont été vécues sur place, soit surtout des rencontres. Et il n'est pas intéressant de voir qui, en 2003 ou en 2004, disait telle chose sur telle... à chaque fois, ces chroniques ont été écrites en temps réel, vous voyez. Donc, on a une idée dans le temps de l'appréciation des Gazaouis sur ce qui se passe à l'intérieur de leur pays. Et avec le recul du temps, je dirais que ça a encore plus d'intérêt quand on sait ce qui s'est passé par la suite. Merci. Alors, là, c'est une traduction que vous avez faite d'un essai de Gérald Butt, Gaza au carrefour de l'histoire. Alors, Gérald Butt est un très bon journaliste de la BBC qui est arabisant et qui a passé toute sa carrière au Proche-Orient. Et il a écrit ce livre d'histoire qui m'a passionné. Je l'ai lu 3 fois avant de le traduire, parce que justement, il parle des origines à nos jours. C'est-à-dire que la plupart de ceux qui prétendent parler de l'histoire de Gaza nous parlent de la Nakba, nous parlent de la colonisation, éventuellement un petit peu de l'Empire ottoman. Mais c'est très intéressant de voir qu'il y a des racines extrêmement anciennes. Et ces racines, ce ne sont pas simplement des racines. Aujourd'hui, on les voit. Et l'une des réflexions font par exemple les voyageurs. À chaque fois qu'ils voient un bâtiment un petit peu ancien, ils se disent oh, mais à l'intérieur, il y a des colonnes. Mais c'est des fragments de colonnes romaines. Ah ben non, ça c'est des colonnes islamiques, ça c'est des colonnes grecques. Et on a retrouvé d'ailleurs, il n'y a encore pas très longtemps, le plus grand Apollon métallique qui n'ait jamais été découvert. Autrement dit, c'est une terre chargée d'histoire. Et l'histoire ancienne, eh bien les Gazaouis aujourd'hui, tous musulmans qu'ils sont en majorité, eh bien ils sont tributaires de cette histoire, ils le ressentent et ils nous en parlent. Très bien. Alors, la vallée des fleurs, Merj al-Zohor. Alors là, c'est un épisode de l'histoire du Hamas qui m'a intéressé au cours de mes rencontres nocturnes avec les uns et les autres. Et le premier que j'avais su, c'était Abdelaziz Rantisi. On m'a dit, c'est un ancien de Marjezour. Et puis un autre, professeur d'université, c'est un ancien de Marjezour. Un ministre, il était à Marjezour. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que Marjezour? Et j'ai appris alors cet épisode que peu connaissent, c'est qu'au moment où se profilaient les négociations d'Oslo, Yitzhak Rabin a décidé de rafler 400 Palestiniens
appartenant à l'opposition. Donc il a pris essentiellement des sympathisants du Hamas et du djihad islamique et surtout les intellectuels, des médecins, les professeurs d'université, les étudiants, et il les a balancés au Liban en pensant que ça allait faire 400 familles qui allaient être dispersées dans le monde arabe. Et là, ils ont pris une décision extraordinaire, c'est-à-dire ils ont dit on ne bouge pas. Il les a lâchés au Liban. La frontière libanaise, à l'époque d'ailleurs, était reportée 40 km plus haut. Israël occupait le sud-Liban. On les a lâchés à 1000 mètres d'altitude, dans la neige l'hiver, en plein mois de décembre. Les gars ont dit on refuse d'avancer. Donc ils ont fait un sitting. Alors évidemment, les populations locales sont arrivées, les couvertures, et finalement, ça fait un buzz extraordinaire, puisqu'à une époque où Internet n'existait pas, les plus grandes agences de communication se sont rendues immédiatement à Marjezour, et on a tendu les micros. Et Abdelaziz Rantisi, qui était le porte-parole, disait « Écoutez, ça fait 5 ans que le Hamas existe, et c'est la première fois qu'on tend un micro pour me dire qu'est-ce que veut le Hamas, quel est son programme politique ». Donc ça a été l'internationalisation du Hamas. Donc j'ai eu la chance de pouvoir interviewer toute une série de témoins qui m'ont raconté leur histoire. Et le livre que vous montrez, d'ailleurs, il a été publié aussi en français et en anglais. Mais là, c'est la version arabe qui a été imprimée à Gaza par une imprimerie qui aujourd'hui encore imprime 7 millions de livres chaque année, incluant bien entendu les livres des écoles. Donc, 7 millions de livres à Gaza, 7 millions dans cette par prison année, qui est Gaza, et on imprime 7 millions de livres. Avant le siège, c'était 13 millions, puisque beaucoup de livres étaient exportés, notamment au Liban ou en Égypte. Donc ça donne une idée de la qualité aussi, de l'importance de l'éducation à Gaza. Donc le dernier livre que nous présenterons aujourd'hui, de Christophe Oberlin, toujours, Le chemin de la cour de justice, j'entends. C'est ce que vous voulez dire, je suppose. Oui. Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale. Alors, c'est un livre pédagogique. Moi, je suis médecin, mais je suis aussi enseignant et pédagogue. Et donc, à travers ce que j'ai appris, notamment avec Gilles Devers, qui est toujours parfaitement clair, il m'a semblé qu'il était important de faire un livre pédagogique pour tout le monde. Vous voyez, ce livre, c'est un petit peu, je ne sais pas, l'informatique pour les nuls, je plaisante, mais c'est un petit peu ça, en ce sens que toute personne qui lit ce livre doit être capable justement de tenir une argumentation en expliquant ce que c'est, notamment la Cour pénale internationale, pourquoi elle existe et pourquoi on ne la saisit pas et ce qu'il faudrait faire. Donc j'ai voulu donner un argumentaire à chacun concernant les crimes de guerre commis par Israël. Professeur Christophe Oberlin, merci beaucoup de nous avoir rendu visite, de nous avoir apporté tous ces éclaircissements, de nous avoir fait profiter de votre militantisme pour cette cause. Merci à Maître Gilles Devers, merci au professeur Salim Benkhedda, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Salam alaikum, wa khair, salama.